légende d'aujourd'hui nous vient des îles australes. C'est celle d'Orava la pieuvre, éditée par le CRDP de la Polynésie française. La légende Orava, la pieuvre, illustrée par Mauari Meul, édition CRDP. La naissance de Tumurei. En ce temps-là, surgit de l'océan une île verdoyante. Sur cette île, vivaient des hommes et des femmes qui, de par leur stature et leur beauté, ressemblaient au dieu Oa. Ils vénéraient les dieux de la nature. Atea, déesse de l'espace, Oro, dieu du ciel et de l'arc-en-ciel, Hiva, déesse de la mer. Sur cette île, il y avait un couple, Monsieur et Madame Maraetoa. Un jour, Monsieur Maraetoa décide d'aller remplir d'eau de mer sa calebasse pour la préparation du repas. Lorsqu'il arriva à l'embouchure de la rivière Waiharuru, il aperçut quelque chose de la taille d'une calebasse qui flottait à la surface de l'eau. Il chercha un moyen de s'en emparer. Il prit une pierre pour fendre cette coque. Que vit-il alors? À l'intérieur, il découvrit une toute petite pieuvre. Il courut jusqu'à chez lui, raconter à sa femme. Sensibles aux signes de la nature, ils décidèrent d'élever secrètement cette petite pieuvre. Mais elle grandit si vite qu'il devenait impossible de la cacher. Tout le village découvrit l'animal sacré, élevé et protégé par le couple Maraetoa. Toute la population décida alors d'élever la pieuvre au rang de nouvelle déesse. On prépara des incantations pour l'emplacement d'un nouveau marais sur la terre Haumapurotu. On installa les deux grands tambours, Rawamano Parare sur la partie haute et Rawarei Paroro sur la partie basse et plane. La population se rassembla pour l'inauguration du nouveau marais et l'intronisation de la nouvelle déesse Orava. Une foule nombreuse s'était rassemblée ce jour-là. En offrande à la nouvelle déesse baptisée Te Aramoana, on choisit deux jeunes gens, Titoari et Heinatoa. Ils furent conduits et attachés au rocher Natitei qui surplombait la mer. À ce moment-là, on vit le grand requin Mautuanui tourner près de cet endroit. La cérémonie, dédiée à Te Aramoana, la nouvelle déesse, le rendit très jaloux. Il décida de la tuer. Orava fut projeté dans les abîmes de l'océan. Une lutte s'ensuivit et tous deux sombrèrent. Mautuanui se remplit d'eau puis se noya. Et Te Aramoana perdit tout son encre. À l'odeur nauséabonde de ce liquide noir, on vit de nombreuses espèces de poissons remonter à la surface de l'océan. Depuis ces temps reculés, la pêche à l'encre de pieuvre pour attraper les poissons perroquets est une pêche spécifique à l'île de Tubuai. Pourquoi Maraetoa se sert-il d'eau de mer pour la préparation des repas? Autrefois, les Polynésiens n'avaient pas de sel pour assaisonner leurs repas. L'eau de mer leur permettait de donner plus de saveur à leurs aliments. Aujourd'hui, on utilise encore l'eau de mer pour préparer certains plats polynésiens. Le fafaru. Autrefois, les Polynésiens se servaient du tambour pour prévenir ou réunir la population. Aujourd'hui, de quels moyens dispose-t-on pour informer rapidement des personnes? Aujourd'hui, les moyens de communication ont évolué et l'on se sert de la presse, des techniques audiovisuelles et des liaisons satellites. Comment appelle-t-on les peuples qui vénèrent plusieurs dieux?
On appelle polythéistes les peuples qui vénèrent plusieurs dieux. Par exemple, les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Grecs, étaient polythéistes. Connais-tu d'autres civilisations dont les légendes mettent en scène des animaux sacrés ou déifiés ? Oui, par exemple, dans la civilisation aborigène d'Australie, il y a le serpent arc-en-ciel qui aurait tout créé, les hommes, le soleil et le ciel. Ou encore, dans la civilisation égyptienne, il y a le chat qui symbolisait la protection. C'était la légende de Orava, la pieuvre, illustrée par Maury Meul, édition CRDP. À la fin de l'histoire, on parle de la pêche à l'encre de pieuvre. Connais-tu cette technique de pêche? Non? Demande autour de toi. Bonne recherche. Changeons de sujet. Tu as un nom de famille. Cette famille a une histoire. Peut-être en connais-tu quelques morceaux. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire des Pomaré à l'époque des rois de Tahiti. Regarde. As-tu déjà entendu parler des Pomaré? C'est une famille qui a joué un rôle important dans l'histoire de Tahiti. 5 d'entre eux se sont succédés comme rois de Tahiti. Pomaré 1, 2, 3, 4 et 5. Cette succession de rois issus d'une même famille s'appelle une dynastie. Le nom Pomaré Ier est le chef des districts de Pare-Aroué, de la vallée de Tiperui à l'ouest, à la crête du Tara au nord-est. Il descend par sa grand-mère paternelle des Wahiatoa, chef de la presqu'île, et par sa mère des Tamatoa, grand chef de Raiatea. James Cook, le navigateur anglais, lors de son deuxième voyage en 1773, puis William Blight, capitaine de la Bounty en 1788, pense que le personnage important qui les reçoit dans la baie de Matavai est le roi de Tahiti. En fait, Pomaré n'est que le chef d'une des nombreuses chefferies de Tahiti. Ce chef a bénéficié non seulement de cadeaux reçus des Occidentaux, mais aussi de l'aide des armes à feu, de l'aide aussi ensuite des déserteurs qui vont quitter les navires et s'installer sur l'île et faire bénéficier le chef qui s'occupera d'eux de leurs techniques de combat qui sont différentes des techniques de guerre qu'utilisaient les Tahitiens à cette époque. En 1797, les missionnaires protestants anglais sont accueillis à leur tour par Pomaré Ier et son fils Pomaré II. Cette gravure représente les missionnaires recevant des Pomaré un terrain à la pointe Vénus. On reconnaît Pomaré I, Pomaré II et son épouse Tetua, portée sur les épaules du serviteur. Les missionnaires accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Pomaré Ier meurt en 1803. Son fils Pomaré II avait reçu dès sa naissance le nom et les privilèges de chef. Il succède à Pomaré Ier. C'est le début d'une dynastie. Pomaré II a du mal à s'imposer comme roi de Tahiti. Deux camps s'opposent. Pomaré II s'appuie sur les mercenaires européens et les missionnaires protestants anglais. Face à lui, la plupart des chefs se coalisent pour défendre les coutumes et la religion traditionnelle. En 1808, Pomaré II est battu par une alliance de la plupart des chefs de Tahiti. Il fuit à Moorea. Pendant plusieurs années, Pomaré II reconstitue ses forces. Il se marie et passe des alliances avec les chefs des îles sous le vent. De retour à Tahiti, avec l'appui de mercenaires européens, il remporte la victoire de Feipi en 1815.
4 ans après, il reçoit le baptême et un code de loi rédigé par les missionnaires le proclame roi de Tahiti en 1819. C'est le code Pomaré. La religion protestante devient la nouvelle religion. À la mort de Pomaré II en 1821, son fils n'a que 18 mois. Élevé par les missionnaires, Pomaré III est couronné à la manière anglaise à l'âge de 4 ans, mais il meurt très vite en 1827. L'autre enfant de Pomaré II, Aimata, une jeune fille de 14 ans, prend alors le pouvoir. C'est sous son règne qu'est signé le protectorat avec la France en 1842. Tahiti et quelques îles deviennent établissements français de l'Océanie. Ici, dans le portrait réalisé en 1851 par le peintre Charles Giraud, la reine a 38 ans. En 1857 débute la construction de son palais à Taraheuï. Il ne sera achevé qu'en 1883. Le règne de Pomaré IV durera 50 ans, de 1827 à 1877. Son fils, Ariaoué, lui succède en 1877. À cette époque, il était apparu pour le gouvernement français qu'un protectorat n'était plus suffisant pour asseoir leur pouvoir dans cet espace du Pacifique et qu'ils ont souhaité et influencé Pomaré V de façon à ce qu'il accepte de signer la cession de Tahiti à la France qui faisait de Tahiti et de ses dépendances une colonie française. Pomaré V meurt en 1891 sans héritier reconnu. C'est le dernier roi de Tahiti et la fin de la dynastie des Pomaré. Deux formes de traces du passé rappellent la dynastie des Pomaré. Des monuments avec les tombes des 4 premiers rois Pomaré au cimetière royal Toanui à Aroué, Le tombeau du roi Pomaré V, le bain de la reine à Taraheuï, la mairie actuelle de Papeete, construite sur le modèle du palais royal de Pomaré IV. des objets au musée de Tahiti et des îles avec la couronne de Pomaré III, Le tableau de la reine Pomaré IV, peint par Charles Giraud. le buste de Pomaré V. De l'arrivée des Européens à la mort de Pomaré V, 5 chefs puis rois et reines se sont succédés. Avec l'aide des navigateurs européens, puis des missionnaires, à partir d'une petite chefferie, les Pomaré se sont imposés comme rois de Tahiti et des îles. La dynastie des Pomaré a duré plus d'un siècle. Tu peux chercher avec tes camarades des noms de rues à Papeete qui rappellent les Pomaré. Bonne recherche! Je t'invite pour compléter cette émission sur la dynastie Pomaré à aller au musée de Tahiti et des îles avec ta famille ou ta classe, voir les objets ou les documents sur la famille royale. Bonne visite! Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!